J'ai découvert que ma sœur prenait secrètement de l'argent à son fiancé, et mes parents l'ont aidé à le cacher parce que cela les avantageait aussi. Ils ont fait pression sur moi pour que je me taise, mais j'ai dit un seul mot qui a tout changé. J'ai grandi dans l'une de ces familles, où l'amour ressemblait à une évaluation de performance. Si vous atteigniez vos objectifs, vous aviez droit à une petite tape sur la tête. Mais si vous ratiez le coche, vous aviez droit à un sermon sur votre potentiel et leur déception. Du moins, c'est ainsi que cela fonctionnait pour moi. Ma sœur, Nathalie, opérait selon un système complètement différent. Même maison, mais un univers totalement différent. J'ai compris cela vers l'âge de 7 ans. J'ai ramené à la maison un bulletin de notes avec que des A, et un seul A- en gymnastique. Ma mère a à peine levé les yeux de son téléphone. Elle m'a demandé pourquoi je n'avais pas fait plus d'efforts. 2 semaines plus tard, Nathalie a ramené des B et des C, et ils l'ont emmené manger une glace pour célébrer ses progrès. Je suis resté assis à la table de la cuisine, à faire mes devoirs, écoutant la porte du garage se refermer derrière eux. J'ai alors compris, exactement, où je me situais dans la hiérarchie familiale. C'est une dure leçon à apprendre à 7 ans, mais il vaut mieux l'apprendre tôt que jamais, je suppose. Mes parents dirigeaient un cabinet comptable prospère dans la banlieue de Virginie. Ils vivaient et respiraient pour les apparences. Vous voyez le genre, la famille de la carte de Noël, avec des pulls assortis et des sourires travaillés. Le récit qu'ils vendaient au monde était celui de 2 enfants accomplis, destinés à la grandeur. La réalité, derrière les portes closes, était une toute autre histoire. Mon père a construit toute son identité autour de la réussite professionnelle, et de son positionnement social. Il siégeait au conseil d'administration du country club, faisait des dons aux bonnes œuvres caritatives, et parcourait chaque pièce comme s'il calculait la valeur transactionnelle de chaque poignée de main. Ma mère était son complément parfait. Elle organisait des dîners avec des décorations de tables dignes de magazines, faisait du bénévolat dans les associations qui comptaient, et se liait d'amitié avec des femmes, dont les maris pouvaient profiter aux affaires de mon père. Ensemble, ils avaient construit cette façade de perfection familiale, et la maintenir exigeait une coopération totale de la part de leurs enfants. Nathalie comprenait ce jeu de manière instinctive. Elle charmait les clients de mon père, complimentait les talents d'hôtesse de ma mère avec ce qui semblait être un enthousiasme sincère, et présentait exactement l'image de la jeune femme accomplie qu'il voulait projeter. Son comportement réel, derrière les portes closes, importait si peu comparé à sa performance publique. J'ai assimilé cette leçon au fil des années, en la regardant échapper à des conséquences qui m'auraient absolument détruit. Elle avait 3 ans de plus, née avec ce charme naturel dont je n'avais jamais hérité. Les professeurs lui pardonnaient ses devoirs en retard. Les garçons trébuchaient les uns sur les autres autour d'elle. Elle a traversé le lycée avec des notes médiocres, qui ne suscitaient jamais d'inquiétude, et une capacité troublante à rejeter la faute sur les autres. J'observais depuis la touche, prenant des notes mentales sur la survie dans un foyer, où le favoritisme fonctionnait aussi ouvertement que le chauffage central. Il y avait des moments où cette injustice me semblait écrasante. J'avais envie de crier, d'exiger une explication. Pourquoi les échecs de Nathalie étaient-ils traités comme de charmantes excentricités, tandis que mes moindres imperfections devenaient des preuves de défaut de caractère? Mais vers 14 ans, j'ai pris une décision qui a probablement sauvé ma santé mentale. J'ai arrêté d'attendre de l'équité. J'ai commencé à chercher des schémas. Une fois que j'ai reconnu les règles prévisibles et injustes de notre dynamique familiale, j'ai pu m'y adapter. L'émotion a laissé place à la stratégie. La douleur s'est transformée en une observation minutieuse. Ma chambre est devenue mon sanctuaire. Des cartes de contrées lointaines couvraient les murs. Des livres sur des personnes ayant surmonté des circonstances impossibles remplissaient mes étagères. J'ai passé des heures à chercher des universités assez éloignées de la Virginie, pour que les visites surprises de mes parents soient irréalisables. Chaque essai que j'écrivais, chaque activité parascolaire à laquelle je participais, chaque examen que je réussissais brillamment, tout cela constituait une brique supplémentaire dans le mur que je construisais, entre ma situation présente et ma liberté future. Dès la classe de première, je m'étais forgé une identité entière, basée sur le fait d'être l'opposé de Nathalie. Là où elle était sociable, j'étais studieux. Là où elle était imprudente, j'étais calculateur. Mes murs affichaient des trophées académiques. Les siens étaient tapissés de billets de concert et de polaroïdes de soirée. Mes parents voyaient Nathalie comme une personne vibrante, pleine de vie. Ils me voyaient comme quelqu'un de fiable, ce qui, globalement, se traduisait par invisible.
Puis, l'été avant ma terminale, j'ai découvert quelque chose qui allait devenir ma police d'assurance. Nathalie sortait avec Brandon Montgomery, le fils du plus gros client de mon père. Brandon conduisait une BMW, portait des montres qui coûtaient plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens, et traitait ma sœur comme un accessoire décoratif. Leur relation était la fierté des ambitions sociales de mes parents. Ils rayonnaient littéralement quand Brandon venait à la maison. Mon père parlait investissement. Ma mère s'affairait autour des amuse-gueules, comme si la royauté était arrivée. La possibilité que leur fille se marie au sein de la famille Montgomery représentait tout ce pourquoi ils avaient travaillé, une élévation permanente du nom Collins dans les cercles sociaux véritablement élitistes. Ils étaient tellement aveuglés par les avantages potentiels, qu'ils n'ont jamais remis en question l'affection de Nathalie pour ce garçon. Mais j'ai remarqué les incohérences dès le premier jour. Nathalie se plaignait constamment de Brandon quand nos parents n'étaient pas là, critiquant ses capacités de conversation, ses choix vestimentaires, et son insupportable habitude de parler de voile. Elle levait les yeux au ciel en lisant ses textos, et annulait des projets pour retrouver d'autres garçons, dont elle cachait soigneusement l'existence. Le décalage entre sa performance publique de petite amie dévouée et son mépris en privé était flagrant, même pour quelqu'un d'habitué à sa duplicité. Ce que mes parents ignoraient, c'est que Nathalie manipulait systématiquement Brandon pour de l'argent. Elle l'avait convaincu de financer une soi-disant opportunité d'investissement, qui était en réalité son compte de shopping personnel. À coups de belles paroles et de larmes stratégiques, elle lui a soutiré près de 40 000 € en 8 mois. Je suis tombé sur les preuves par hasard, en lui empruntant son ordinateur portable quand le mien a planté, des relevés bancaires, des conversations par texto, et la chose la plus dérangeante de toutes, un tableur détaillé suivant ses extractions de fonds, comme une sorte de jeu malsain. Ce fichier Excel m'a vraiment horrifié. Il y avait des colonnes pour suivre chaque retrait, avec des notes sur les techniques de manipulation émotionnelle qu'elle avait utilisées. Une ligne indiquait. Je lui ai dit que ma voiture avait besoin de réparation. J'ai pleuré en disant que je me sentais comme un fardeau. J'ai obtenu 3 500 €. Autre argument de l'opportunité d'investissement. J'ai utilisé la terminologie commerciale que papa m'a apprise. Transfert de 8 000 € confirmé. Elle traitait la fraude comme un exercice de gestion de projet, complété par des totaux cumulés et des prévisions d'extraction future. Je suis resté assis dans sa chambre pendant près d'1 heure, faisant défiler des mois de tromperie calculée. Brandon n'était pas vraiment un personnage sympathique avec son attitude arrogante, mais personne ne méritait d'être exploité systématiquement par quelqu'un qui prétendait l'aimer. L'ampleur même de sa manipulation révélait des abîmes de malhonnêteté, qui dépassaient même mes attentes cyniques. Mon premier instinct a été d'en parler à mes parents, pour enfin leur présenter des preuves irréfutables de la véritable nature de Nathalie. Cette impulsion a duré environ 30 secondes. 18 années de données me disaient qu'ils n'accepteraient jamais d'informations négatives sur leur enfant prodige. Ils minimiseraient, excuseraient, ou me blâmeraient d'une manière ou d'une autre pour cette découverte. Les preuves seraient rejetées. Je serais puni pour avoir fouiné. Alors, j'ai fait des captures d'écran de tout, et j'ai téléchargé le dossier sur un espace cloud sécurisé. Appelez ça de la paranoïa. Appelez ça de la préparation. Quelque chose me disait que ces fichiers auraient de l'importance un jour. Rassembler des preuves est presque devenu méditatif. Au cours des mois suivants, chaque fois que l'occasion se présentait, son téléphone déverrouillé sur le comptoir, ses appels vantards avec des amis qu'elle ne savait pas que je pouvais entendre, j'ai tout documenté. Chaque nouvelle pièce rejoignait mes archives numériques grandissantes, organisées par date, catégorisées par type de faute. Je me disais que je faisais simplement preuve de prudence en conservant des dossiers. La réalité était probablement plus complexe. Une part de moi voulait une validation, une preuve que mes perceptions de notre dynamique familiale n'étaient pas des délires paranoïaques. Une autre part voulait une assurance, une protection contre de futurs scénarios où les manipulations de Nathalie pourraient me cibler directement. Et oui, une petite part de moi voulait juste des munitions, des armes que je pourrais déployer si les circonstances exigeaient un jour de la légitime défense. Mon année de terminale s'est déroulée selon le rythme prévisible des candidatures universitaires et des dîners de famille, où mes accomplissements étaient reconnus par de brefs hochements de tête, tandis que le dernier drame de Nathalie accaparait toute l'attention. Elle avait obtenu son diplôme à ce moment-là, et fréquentait soi-disant un collège communautaire tout en vivant à la maison. Cependant, son emploi du temps réel semblait se composer principalement de brunch et de virées shopping, financés par la générosité continue de Brandon. Ma conseillère d'orientation, Madame Henderson,
est devenue une alliée inattendue. Elle a reconnu quelque chose en moi, peut-être l'épuisement de devoir constamment prouver que j'étais à la hauteur, dans un foyer qui exigeait la perfection tout en récompensant la médiocrité de ma sœur. Pendant nos séances, elle m'encourageait à viser haut, me rappelant que mon dossier me permettait de postuler à des écoles qui semblaient inaccessibles à la version de moi-même en seconde. Les lettres d'acceptation sont arrivées comme des laissez-passer pour une vie que j'osais à peine imaginer. L'épaisse enveloppe de Georgetown semblait lourde entre mes mains, chargée de possibilités et de promesses d'éloignement. Je l'ai ouverte seule dans ma chambre, lisant les mots 3 fois avant de m'autoriser à croire qu'ils étaient réels. Pour la première fois en 18 ans, quelque chose que je désirais s'était concrétisé par mes propres efforts, et non par l'approbation de mes parents ou la manipulation de ma sœur. J'avais postulé à 12 universités, j'ai été accepté dans 10. Georgetown est devenu mon premier choix, un programme prestigieux qui mettrait une distance physique entre moi et la dynamique de la famille Collins. Mes parents ont accepté de financer mes études, avec le même enthousiasme tiède qu'ils appliquaient à tout ce qui me concernait. C'était un investissement dans la réputation familiale, pas l'expression d'une fierté parentale. La conversation sur les frais de scolarité repasse encore dans ma mémoire avec une clarté parfaite. Mon père derrière son bureau, examinant le dossier d'aide financière, calculant la contribution de notre famille comme s'il s'agissait d'une acquisition d'entreprise, évaluant le retour sur investissement. Ma mère a suggéré l'université d'État, quelque chose de plus proche où il pourrait garder un œil sur moi. Sous-entendant que j'avais besoin de surveillance, alors que Nathalie avait bénéficié d'une totale confiance pour son indépendance, ce qui ne m'a pas échappé. J'ai tenu bon, citant doucement les classements de Georgetown, formulant mes ambitions dans ce langage d'amélioration de la réputation qu'ils comprenaient si bien. Ils ont fini par accepter, bien que mon père se soit assuré que je le sache, le financement continu dépendrait du maintien de mes résultats scolaires, et d'un comportement approprié. Traduction, reste utile, reste silencieux, ne nous embarrasse pas. Le semestre d'automne de ma première année s'est avéré transformateur. Pour la première fois, j'existais en dehors de l'ombre de ma sœur. Les professeurs connaissaient mon nom pour mes contributions, et non comme le petit frère de Nathalie. Je me suis fait des amis qui appréciaient mon humour peint sans rire, et ma loyauté féroce. J'ai maintenu une moyenne presque parfaite, tout en travaillant à temps partiel à la bibliothèque du campus. Ces mois avaient le goût de la liberté. C'était comme si la personne que j'étais toujours censé devenir, avait enfin de l'espace pour respirer. Mon colocataire Ryan, dont la famille s'était récemment installée dans la région de Washington DC, est devenu mon premier vrai ami en dehors de l'écosystème social cultivé par mes parents. Sa famille aimait sincèrement passer du temps ensemble. Les frères et sœurs se soutenaient mutuellement. Les parents exprimaient leur fierté sans conditions attachées. Entendre ces histoires sur les fêtes de fin d'année, c'était comme faire une recherche anthropologique sur une culture extraterrestre. Il écoutait mes histoires soigneusement filtrées sur la maison avec une inquiétude croissante, pour finalement me dire que la dynamique de ma famille semblait profondément malsaine. Personne ne l'avait jamais formulée aussi directement auparavant. Le travail à la bibliothèque m'a apporté bien plus que de l'argent de poche. Il m'a donné une structure, des compétences en dehors des études, et une communauté d'étudiants travailleurs qui veillaient les uns sur les autres. Mon superviseur, Tom, m'a appris l'indépendance financière d'une manière que mon père, cadre comptable, n'avait jamais faite, se bâtir un bon crédit, créer des fonds d'urgence, et l'importance de conserver des ressources que personne d'autre ne pouvait contrôler. Ces leçons allaient s'avérer inestimables bien plus tôt que je ne l'avais prévu. Les vacances de Thanksgiving ont brisé l'illusion selon laquelle la distance pouvait me protéger des dysfonctionnements familiaux. Je suis rentré à la maison pour découvrir que Nathalie s'était fiancée à Brandon. Ma mère avait déjà commencé à planifier un mariage estival élaboré. La maison bourdonnait d'une excitation qui me repoussait physiquement à la périphérie de chaque conversation. La bague de fiançailles était obscène, un diamant si gros qu'il en paraissait théâtral. Nathalie l'exhibait à chaque occasion, inclinant sa main pour capter la lumière, la posant ostensiblement sur des surfaces où les invités ne pouvaient pas la manquer. Brandon rayonnait d'une satisfaction de propriétaire. Toute cette comédie me retournait l'estomac, sachant ce que je savais. La planification du mariage consumait chaque discussion. Ma mère traitait l'événement comme son couronnement personnel. La recherche du lieu, le traiteur, les dégustations, l'achat de la robe dominaient chaque conversation. Mon père parlait de la liste des invités en termes d'opportunités de réseautage, calculant quels clients et contacts méritaient des invitations, pour ce qu'il considérait clairement comme une vitrine professionnelle.
Personne ne m'a interrogé sur mon semestre, mes cours, mes amis, ou mon adaptation à la vie universitaire. J'ai enduré 3 jours de discussion sur le mariage, ne donnant mon avis que lorsqu'on me le demandait directement. Autrement, je me contentais d'observer la machinerie des dysfonctionnements familiaux tourner à plein régime. Pendant le dîner de fête, Nathalie a annoncé qu'elle voulait que je fasse partie des garçons d'honneur. La demande est arrivée enveloppée d'une affection fraternelle performative, avec larmes et déclarations sur notre lien. Mes parents rayonnaient. J'ai accepté, car refuser aurait provoqué le genre de scène qui m'aurait poursuivi jusqu'au campus, sous la forme d'appels téléphoniques déçus et de colis remplis de culpabilité. Le véritable but de cette invitation s'est révélé au cours des semaines suivantes. Nathalie a commencé à m'appeler constamment, m'assignant des tâches qui n'avaient rien à voir avec la préparation du mariage, mais tout à voir avec le maintien de son mensonge élaboré. Elle voulait que je la couvre lorsqu'elle ratait des rendez-vous pour les essayages, afin de retrouver d'autres garçons. Elle s'attendait à ce que je l'aide à gérer son récit financier, lorsque la famille de Brandon a commencé à poser des questions sur les retours sur investissement qu'elle avait promis. Les appels arrivaient à toute heure, interrompant mes séances d'études et mes gardes à la bibliothèque, avec des exigences de plus en plus désespérées. Elle avait besoin que je confirme son alibi pour un samedi où elle avait dit à Brandon qu'elle rendait visite à notre grand-mère. Elle voulait que je mémorise les détails d'un plan d'investissement fabriqué de toutes pièces pour le père de Brandon, en vue de la fête de Noël. Elle avait besoin d'aide pour convaincre nos parents que certains frais de carte de crédit étaient liés au mariage, plutôt qu'à ses virées shopping personnelles. Chaque demande m'enfonçait un peu plus dans la complicité. Refuser semblait impossible, étant donné la dynamique familiale qui m'avait conditionné à toujours m'accommoder. Je ne me contentais plus d'observer ces tromperies désormais. J'y participais activement. Le stress a commencé à affecter tous les aspects de ma vie. Mon sommeil, mon appétit, ma capacité de concentration. Ryan l'a remarqué. Il m'a confronté un soir dans notre chambre universitaire, exigeant de savoir ce qui se passait avec ma famille. Pourquoi est-ce que je me recroquevillais à chaque fois que mon téléphone sonnait? Quel fardeau portais-je qui me rongeait de l'intérieur? Je lui ai tout raconté. Les années de favoritisme, le projet de manipulation de Nathalie, et ses exigences actuelles pour que je sois son complice. Exprimer la vérité à voix haute, face à quelqu'un qui me croyait réellement, a été comme relâcher la pression d'une valve scellée depuis 18 ans. J'ai continué à jouer le jeu des requêtes de Nathalie, mais j'ai tout documenté. De nouvelles captures d'écran ont rejoint mon dossier cloud, des appels téléphoniques enregistrés où elle me demandait explicitement de mentir, et des messages textes décrivant ses stratagèmes avec une clarté choquante. Le dossier s'épaississait de preuves, tandis que ma patience s'amenuisait dangereusement. Ryan m'a aidé à réfléchir à des plans de secours lors de longues conversations nocturnes. Il a cherché des options de transfert et des alternatives d'aide financière, pendant que je me concentrais sur mes cours. La stabilité de sa famille lui avait donné des connaissances pratiques sur la navigation dans les systèmes institutionnels, ce que mon éducation privilégiée mais dysfonctionnelle ne m'avait jamais apporté. Ensemble, nous avons élaboré des scénarios, et nous nous sommes préparés à des éventualités que j'espérais ne jamais voir se concrétiser. Le programme alternatif de Georgetown a émergé de l'une de ces sessions de recherche. Il s'agissait d'un cursus modifié pour les étudiants confrontés à des difficultés financières inattendues, avec des frais de scolarité réduits, des horaires flexibles, et le même diplôme à la clé. J'ai postulé discrètement, n'en parlant à personne. C'était une assurance, pas un plan. L'acceptation est arrivée début décembre. Un autre secret rangé pour une éventuelle utilisation future. La veille de Noël est arrivée, avec cette allégresse fabriquée que ma mère excellait à créer. La maison sentait la cannelle et le pain. Les lumières scintillaient. Les amuse-gueules attendaient les invités pour notre fête annuelle de fin d'année. J'étais à la maison depuis 3 jours, comptant les heures jusqu'à ce que je puisse m'enfuir et retourner sur le campus, retourner à la vie que je construisais sans eux. La fête représentait tout ce que mes parents valorisaient. L'apparence plutôt que le fond, la performance au lieu de l'authenticité, et le positionnement social avant les véritables liens. Les invités arrivaient dans des voitures de luxe, portant des vêtements de créateurs, apportant des cadeaux d'hôtesse qui respiraient la richesse. Ma mère circulait avec une grâce étudiée. Mon père s'occupait de ses invités avec une intensité professionnelle. Nathalie montrait sa bague à quiconque s'y intéressait. Je me suis posté près du buffet, sirotant lentement du cidre pétillant, et faisant la conversation avec des parents que je reconnaissais à peine. Mon cousin Kevin m'y a trouvé.
Il m'a fait remarquer que je semblais plus confiant, plus posé. Cette observation a touché une corde sensible, un rappel que la croissance personnelle était visible pour ceux qui se souciaient assez de vous pour le remarquer. La famille de Brandon est arrivée avec un retard élégant, faisant une entrée qui a attiré l'attention de toute la pièce. Sa mère, Victoria, portait un collier imposant, qui coûtait probablement plus cher que mes manuels du semestre. Son père, Charles, irradiait de cette suffisance particulière à la richesse héritée, engageant immédiatement la conversation avec mon père sur les tendances du marché. Brandon s'est dirigé vers Nathalie, avec l'air possessif de quelqu'un exhibant une acquisition récente. Puis les ennuis ont commencé. Cela a débuté assez innocemment. Victoria Montgomery m'a coincé près du bol de punch. Elle a commencé à me poser des questions pointues sur Nathalie. Elle avait remarqué des incohérences dans l'histoire des investissements, des achats inexpliqués sur des relevés de cartes de crédit que Brandon croyait privés, et un schéma de comportement qui ne correspondait pas à la gentille fille que son fils lui avait présentée. Ces questions étaient chirurgicales, précises, les interrogations d'une personne qui avait bâti une carrière réussie en détectant des irrégularités financières. Elle a mentionné qu'elle avait travaillé dans la jury-comptabilité avant de prendre sa retraite. Ce détail a glacé le sang dans mes veines. Cette femme possédait les compétences pour démêler les manigances de Nathalie par elle-même. Elle ne me demandait pas des informations. Elle me testait pour voir si j'allais confirmer les soupçons qu'elle avait déjà formulés. L'instant a semblé s'éterniser pendant que je calculais mes options. Dévier la conversation pouvait fonctionner à court terme, mais risquait d'éveiller davantage de soupçons. Mentir directement m'a semblé impossible, sous le regard pénétrant de Victoria. Dire la vérité ferait exploser une bombe, qui remodèlerait définitivement la dynamique de ma famille. 1 an et demi de frustration accumulée, 18 ans de ressentiment refoulé, des mois passés à être forcé à la complicité, tout cela se pressait contre mes dents, exigeant d'être libéré. J'aurais dû éluder. Chaque instinct de survie que j'avais développé me hurlait de sourire, de détourner l'attention, et de protéger le récit familial à tout prix. Au lieu de cela, quelque chose s'est tout simplement brisé en moi. J'ai dit à Victoria que son instinct était bon. Je n'ai pas fourni de détails, je n'ai pas offert de preuves, juste une confirmation. La femme que son fils prévoyait d'épouser n'était pas celle qu'elle paraissait être. Ensuite, je me suis excusé et je suis parti, le cœur battant à tout rompre, face au frisson terrifiant de l'honnêteté. Les retombées ont été immédiates et catastrophiques. Victoria a pris Brandon à part. Brandon a confronté Nathalie. Nathalie a fondu en larmes théâtrales, et a pointé son doigt manucuré directement vers moi. En moins d'1 heure, la fête du réveillon de Noël s'était vidée. Je me tenais dans le bureau de mon père, face à un tribunal de fureur parentale. Le visage de ma mère était rouge et taché, une manifestation physique de l'embarras qu'elle considérait pire que n'importe quelle mauvaise action réelle. Mon père se tenait derrière son bureau, tel un juge s'apprêtant à prononcer une sentence qu'il avait déjà décidée. Nathalie occupait le fauteuil en cuir, habituellement réservé aux clients importants, tamponnant des yeux secs avec un mouchoir dont elle n'avait pas besoin. Les accusations sont arrivées, rapides et tranchantes. J'étais jaloux du bonheur de ma sœur. Je sabotais son avenir, parce que je ne supportais pas de la voir réussir. J'avais toujours été difficile, toujours rancunier, cherchant toujours à détruire la famille plutôt qu'à la consolider. Mon père a déclaré que je l'avais humilié devant son client le plus important, risquant de détruire une relation d'affaires qui avait pris des années à être cultivée. J'ai essayé de me défendre, j'ai expliqué le véritable comportement de Nathalie, l'argent qu'elle avait volé, les mensonges, et les preuves que j'avais rassemblées. Mes mots ont rebondi sur les murs de leur déni parental, comme s'ils étaient faits de béton. Nathalie a pleuré encore plus fort. Ma mère m'a accusé d'inventer des histoires pour détourner l'attention de ma propre cruauté. Les schémas se maintenaient. Ils se maintenaient toujours. Le verdict est tombé juste avant minuit. Mon père a annoncé que le paiement de mes frais de scolarité serait immédiatement suspendu, jusqu'à ce que je présente des excuses complètes et sincères à Nathalie, à Brandon, et aux 2 pères de parents, pour mon comportement épouvantable. De plus, je devais passer le reste des vacances d'hiver à écrire des lettres d'excuses à tous ceux qui avaient assisté à mes accusations honteuses lors de la fête. Ce n'est qu'après avoir rempli ces exigences à leur satisfaction qu'ils envisageraient de continuer à financer mes études. La menace a eu l'impact qu'il espérait, une guillotine financière suspendue au-dessus de mon avenir. Sans le paiement de mes frais de scolarité, je devrais quitter Georgetown, abandonner la vie que je me construisais,
et retourner dans ce foyer en situation d'échec. L'expression de mon père suggérait qu'il pensait m'avoir mis échec et mat. Qu'aucun jeune de 18 ans n'aurait pu se préparer à cette éventualité. Nathalie m'observait depuis son fauteuil avec un triomphe à peine dissimulé. Elle avait joué la victime à la perfection, pleurant sur commande, niant tout avec une conviction rodée, et redirigeant la colère parentale vers moi, avec l'habileté d'une manipulatrice de longue date. C'était son arène, la dynamique familiale qu'elle maîtrisait depuis que j'apprenais à peine à marcher. Elle s'attendait à ce que je m'effondre, à ce que je m'excuse, pour reprendre mon rôle assigné d'enfant de second rang, reconnaissant pour les moindres miettes d'approbation qui pourraient tomber dans ma direction. Ma mère se tenait légèrement en retrait de mon père, son expression étant plus difficile à lire. Quelque chose dans ses yeux suggérait un certain malaise face à la dureté de son ultimatum, une lueur d'inquiétude maternelle qu'elle a rapidement réprimée, afin de présenter un front uni. Elle avait passé plus de 2 décennies à soutenir les décisions de mon père, et briser ce schéma maintenant lui coûterait plus cher que de soutenir son fils cadet. Ils s'attendaient à des larmes. Ils anticipaient des négociations, les supplications et la lutte désespérée d'un enfant dépendant, confronté à la perte de tout ce pour quoi il avait travaillé. Ce qu'ils ont obtenu à la place, ce fut un seul mot, prononcé avec un calme absolu. Très bien. Je me suis retourné et je suis sorti du bureau, j'ai monté les escaliers et suis entré dans ma chambre d'enfant. Derrière moi, je pouvais entendre ma mère demander à mon père s'il n'avait pas été trop dur, si peut-être il devait reconsidérer la chose. La réponse de mon père a été confiante et dédaigneuse. Il reviendra à la raison d'ici demain matin. Il n'a pas d'autre choix. Ce que mon père ignorait, c'est que je me préparais à ce scénario exact depuis le moment où j'avais découvert les secrets de ma sœur. Peut-être pas en le planifiant consciemment, mais en construisant l'infrastructure de mon indépendance pièce par pièce, depuis 18 mois. Un compte d'épargne, financé par mon travail à la bibliothèque et mes emplois d'été, contenait suffisamment d'argent pour couvrir un semestre de cours, dans un programme moins cher. Plus important encore, j'avais effectué des recherches approfondies sur les options de transfert pendant le semestre d'automne, identifiant ce programme alternatif moins connu de Georgetown, qui offrait des frais de scolarité réduits pour les étudiants prêts à obtenir leur diplôme grâce à une combinaison de cours en ligne et en présentiel. La préparation avait été l'idée de Ryan, initialement présentée comme une planification financière responsable, plutôt que comme une préparation à la fuite. Il m'avait aidé à ouvrir le compte d'épargne dans une banque avec laquelle mes parents n'avaient aucun lien, acheminant les dépôts via un système qu'ils ne pouvaient ni surveiller, ni geler. Nous avions calculé exactement de combien j'aurais besoin pour différents scénarios, allant de simples lacunes dans les frais de scolarité jusqu'à l'indépendance financière complète. Le tableur que nous avions créé a été comme une bouée de sauvetage pendant ces mois de pression croissante face aux exigences de Nathalie. Mon admission au programme modifié attendait dans ma boîte mail depuis 3 semaines, un plan de secours que j'espérais ne jamais avoir à activer. Cette nuit-là, j'ai soumis ma confirmation et payé la caution avec mon propre argent. Ensuite, j'ai commencé à faire mes valises avec l'efficacité méthodique de quelqu'un qui avait mentalement répété cette évasion des dizaines de fois. Le processus de démontage de ma chambre d'enfant a pris environ 4 heures. J'ai travaillé silencieusement, systématiquement, retirant tout ce qui comptait tout en laissant derrière moi les meubles génériques et les décorations que ma mère avait choisies. Les vêtements sont allés dans des valises que j'avais rangées au fond de mon placard. Les livres ont été triés dans des boîtes que j'avais cachées dans le garage 2 jours plus tôt. Anticipant cette possibilité, mon ordinateur portable, l'appareil contenant l'accès à des années de preuves soigneusement rassemblées, a été sécurisé dans mon bagage à main, où il ne me quitterait jamais des yeux. À 6 heures du matin, ma chambre avait été dépouillée de tout ce qui me définissait en tant que personne. Les vêtements étaient pliés dans des valises, les livres emballés et étiquetés pour l'expédition. L'ordinateur portable avait été vidé de toutes les photos de famille que j'aurais pu être tenté de garder. J'avais déjà réservé un VTC pour m'emmener à la gare, où un billet pour Washington me transporterait vers un avenir qui ne dépendrait plus de l'approbation des Collins. Ryan m'avait proposé la chambre d'amis de sa famille jusqu'à l'ouverture des logements étudiants, une générosité qui m'émeut encore, quand je pense à quel point il ne me devait rien au-delà de notre amitié. Ses parents, qui avaient déménagé dans la banlieue de Washington dès ses 2 ans auparavant, ont accueilli cet arrangement sans hésitation, apparemment habitués à ce que leur fils recueille des âmes perdues, ayant besoin d'un abri temporaire pour fuir des circonstances difficiles. Savoir qu'un lit chaud m'attendait à Arlington m'a apporté du réconfort pendant ces heures sombres du petit matin, lorsque le doute menaçait de submerger ma détermination. La confrontation a eu lieu plus tôt que prévu.
Je portais la dernière boîte en bas, quand je suis tombé sur toute ma famille réunie dans le salon. Ils étaient encore en pyjama, clairement réveillés par les bruits de mon départ. La scène aurait été presque comique dans d'autres circonstances. Mon père se tenait les bras croisés, portant un pantalon de pyjama à carreaux et un t-shirt, papa de Georgetown, qu'il avait acheté le week-end de mon installation. Ma mère serrait sa robe de chambre au niveau du cou, les cheveux ébouriffés par le sommeil, sans maquillage. C'était la première fois que je me souvenais de l'avoir vue aussi peu préparée devant d'autres personnes. Nathalie s'était positionnée sur le canapé, pleurant déjà de manière préventive, un mouchoir à la main. Ma mère a pris la parole la première, sa voix portant cette tonalité fragile de quelqu'un qui lutte pour garder son sang-froid. Elle a exigé de savoir ce que je croyais faire, où je pouvais bien imaginer aller, et si j'avais complètement perdu l'esprit pendant la nuit. J'ai posé le carton et je lui ai expliqué calmement que je partais. Mon transfert avait été approuvé. Mon premier semestre était déjà payé. J'avais un endroit où loger avec un ami du campus jusqu'à l'ouverture des résidences universitaires en janvier. Tout était organisé, et je serais parti d'ici 1 heure. Ces mots ont atterri comme des coups physiques, chaque phrase impactant visiblement la compréhension que mes parents avaient de leur position. Le moyen de pression de mon père s'était évaporé. Son ultimatum, lancé avec tant de confiance quelques heures plus tôt, avait été rendu insignifiant, par une préparation dont il n'avait jamais imaginé son fils cadet oublié capable. J'ai regardé la compréhension se dessiner sur leur visage, la prise de conscience que j'avais planifié cette éventualité, alors qu'ils supposaient que je n'avais aucune option. L'esprit d'affaires de mon père calculait déjà les implications, la perte de contrôle, les complications narratives, l'embarras social de voir un fils rejeter publiquement le soutien de sa famille. Ma mère semblait tiraillée entre l'inquiétude et la confusion, incapable de concilier l'enfant obéissant qu'elle pensait connaître avec l'homme indépendant qui se tenait devant elle. La couleur a quitté le visage de mon père, à mesure que l'ampleur de mes paroles résonnait en lui. Il avait utilisé la menace des frais de scolarité comme un outil de négociation, sans jamais croire sincèrement que j'avais des alternatives. Comprendre que son levier avait disparu l'a visiblement ébranlé. Nathalie m'observait avec un malaise grandissant, ses yeux suivant les cartons, assimilant l'ampleur de mes préparatifs. Lorsqu'elle a enfin parlé, sa voix est sortie, petite et tendue. « S'il te plaît, dis-moi que tu ne l'as pas envoyé. » La pièce a plongé dans le silence. Ma mère a regardé tour à tour ses enfants, la confusion plissant son front. L'expression calculatrice de mon père s'est muée en quelque chose qui ressemblait à une peur véritable. « Envoyer quoi ?» a-t-il demandé. J'ai laissé la question flotter en l'air un instant, savourant le renversement de la dynamique de pouvoir qui avait régi toute ma vie. Puis j'ai expliqué que j'avais envoyé un email directement à Brandon. Y étaient jointes toutes les preuves que j'avais rassemblées au cours des 18 derniers mois, les relevés bancaires, les conversations par texto, le tableur de suivi de l'argent volé, et les appels téléphoniques enregistrés, où Nathalie détaillait explicitement sa stratégie de manipulation. Je leur ai dit que cet email avait été programmé pour s'envoyer automatiquement à minuit, à moins que je ne l'annule manuellement. Étant donné que j'avais été occupé par les accusations familiales et la préparation de mes cartons, l'annulation m'était complètement sortie de la tête. À ce stade, Brandon avait certainement pris connaissance du contenu, et compte tenu de la tendance de la famille Montgomery à se lever tôt, je soupçonnais qu'ils avaient tous déjà tout vu. Ce détail n'était pas tout à fait exact. J'avais en réalité envoyé l'email manuellement vers 2 heures du matin, après avoir confirmé mon transfert et emballé la première série de cartons. Mais l'histoire de l'envoi programmé offrait un meilleur cadre dramatique, et un déni plausible quant à mes intentions. À vrai dire, j'avais fait le choix délibéré d'exposer les manigances de Nathalie, sachant pertinemment quelles conséquences s'ensuivraient. Compiler correctement ce dossier de preuves avait pris des heures. J'avais organisé les documents chronologiquement, ajouté des notes explicatives pour le contexte, et inclus une lettre de présentation exprimant mes regrets que Brandon ait été trompé par quelqu'un en qui il avait confiance. La présentation était professionnelle, complète, et dévastatrice. Aucune personne raisonnable ne pouvait examiner ces documents et conclure à autre chose qu'à une fraude systématique. Ma mère a poussé un son qui se situait quelque part entre le halètement et le gémissement. Mon père a attrapé son téléphone et a commencé à composer frénétiquement un numéro, tentant probablement de limiter les dégâts avec la famille de Brandon. Nathalie, elle, me fixait simplement. Son visage passait par le choc, la fureur, et quelque chose qui aurait pu être une reconnaissance à contre-cœur. L'appel a abouti brièvement, avant que la voix de Charles Montgomery,
tendu par une rage contenue, ne délivre un message succinct. Les fiançailles étaient rompues. Les avocats de leur famille allaient prendre contact concernant le remboursement des fonds détournés. La relation d'affaires entre Montgomery Industries et Collins Accounting était soumise à un réexamen immédiat. L'appel s'est terminé par un clic décisif, qui a semblé résonner à travers le salon silencieux. Le visage de mon père était devenu gris. Les implications des mots de Charles résonnaient avec une clarté dévastatrice. Montgomery Industries représentait environ 30% des revenus annuels de son cabinet. Perdre ce compte nécessiterait des licenciements, une restructuration, et potentiellement même une fermeture. Les combines de sa fille prodige n'avaient pas seulement embarrassé la famille, elles avaient menacé l'ensemble de son héritage professionnel. J'ai pris mon dernier carton, et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Mon VTC était à 2 minutes de là. Le train partait dans 45 minutes. Georgetown m'attendait, ainsi qu'une vie construite selon mes propres conditions, et non plus sur la base d'une approbation familiale conditionnelle. La voix de mon père m'a arrêté sur le seuil. Il a exigé que je reste, que nous discutions de tout cela rationnellement, que je comprenne les conséquences de ce que j'avais fait. Son ton était passé d'autoritaire à presque suppliant, une transition dont je n'avais jamais été témoin en 18 ans de vie sous son toit. Je me suis retourné une dernière fois. Je lui ai dit que je comprenais parfaitement les conséquences. Nathalie avait volé 40 000 € à un homme qui lui faisait confiance. Elle s'était servie de moi comme d'un faire-valoir dans ses tromperies pendant des mois. Quand j'ai essayé de dire la vérité, on m'a menacé de ruine financière, tandis qu'elle était maternée sous la protection de ses parents. Les conséquences que j'avais déclenchées étaient simplement celles qui auraient dû se produire depuis le début. La voiture est arrivée alors que je finissais de parler. J'ai chargé mes cartons dans le coffre, me suis glissé sur la banquette arrière, et j'ai indiqué au chauffeur la direction de la gare. À travers la lunette arrière, j'ai regardé ma famille debout sur le porche, dans leur pyjama, essayant encore de digérer l'implosion de la réalité soigneusement construite, qu'ils avaient maintenue pendant si longtemps. Les semaines qui ont suivi ont apporté des mises à jour éparses, venant de connaissances communes et de parents éloignés, qui ne pouvaient résister à l'envie de partager les commérages. Brandon avait rompu les fiançailles immédiatement. Sa famille exigeait un remboursement intégral. La relation d'affaires de mon père avec Charles Montgomery s'est effondrée complètement. Nathalie était retournée vivre à la maison dans la honte, son cercle social s'étant évaporé à mesure que la nouvelle de son comportement se répandait. Mon cousin Kevin est devenu une source inattendue d'informations détaillées pendant ces semaines-là. Il m'envoyait régulièrement des textos avec des mises à jour sur les retombées familiales, tirant une satisfaction par procuration à voir s'effondrer ces dynamiques, qu'il avait observées de la périphérie. Par son intermédiaire, j'ai appris que mes parents avaient tenté de modifier le récit en parlant d'un malentendu, d'une querelle familiale disproportionnée, causée par un fils cadet ingrat. Les avocats de la famille Montgomery les ont rapidement détrompés de tout espoir de voir cette version réussir. Lorsque les anciens amis de Nathalie ont commencé à prendre leur distance, alors que les détails fuitaient à travers le réseau des commérages de banlieue, plusieurs d'entre eux m'ont contacté directement. Ils ont admis qu'ils la soupçonnaient de diverses tromperies depuis des années, et ont exprimé leur soulagement de voir que quelqu'un l'avait enfin tenu pour responsable. Ces messages étaient validants, mais constituaient aussi une triste confirmation, car ces schémas de manipulation étaient donc visibles pour des étrangers observateurs. Pendant que mes parents restaient délibérément aveugles. Mes parents ont tenté de me contacter à plusieurs reprises au cours du mois de janvier. Les appels tombaient sur la messagerie vocale. Les emails restaient non lus. Une lettre est arrivée à mon adresse sur le campus, que j'ai retournée non ouverte. Je n'avais aucun intérêt pour une réconciliation, selon des termes qui m'obligeraient à m'excuser d'avoir dit la vérité. En février, j'avais établi un nouveau rythme. Les cours exigeaient ma concentration. Mes amis m'apportaient un soutien sincère. Le programme modifié convenait en fait beaucoup mieux à mon style d'apprentissage que le cursus traditionnel, me permettant de travailler plus d'heures, tout en progressant vers mon diplôme. L'indépendance financière avait le goût du café bon marché et des nouilles instantanées, mais aussi de la dignité et du respect de soi. La famille de Ryan m'a hébergé pendant 3 semaines à Arlington avant l'ouverture des résidences, me traitant avec une chaleur qui me semblait presque écrasante. Sa mère préparait d'énormes petits déjeuners, et me posait des questions sincères sur mes cours et mes centres d'intérêt. Son père m'offrait des conseils sur la planification financière, sans aucun de ces sous-entendus transactionnels qui caractérisaient les conseils de mon propre père. Regarder leur famille interagir me fournissait un modèle de ce à quoi pouvaient ressembler des dynamiques saines.
des informations que j'ai gardées en mémoire pour référence future. Retourner sur le campus, c'était comme rentrer à la maison, d'une manière que la maison de mes parents ne m'avait jamais fait ressentir. Ma minuscule chambre universitaire est devenue un sanctuaire, où je pouvais enfin souffler. La première nuit de mon retour, je me suis assis sur mon lit, et j'ai ressassé tout cela pendant près d'une heure. Ce poids que je portais depuis des années commençait enfin à se lever. Mon oncle Franck, le frère de mon père, qui avait toujours existé un peu en dehors des dynamiques familiales, m'a contacté début mars. Il avait entendu toute l'histoire de plusieurs points de vue, et tenait à me faire savoir qu'il soutenait ma décision. Plus concrètement, il m'a proposé de se porter garant pour un prêt étudiant privé, ce qui allégerait ma pression financière, sans les conditions attachées aux attentes de mes parents. J'ai accepté avec gratitude. Le semestre de printemps s'est terminé avec les honneurs. L'été a apporté un stage dans un petit cabinet de conseil, où mon éthique de travail et mes compétences analytiques m'ont valu des éloges sincères, plutôt qu'une reconnaissance à contre-cœur. J'ai loué un minuscule studio dans un quartier qui nécessitait 3 serrures sur la porte, mais qui me permettait de marcher jusqu'au travail, sans dépendre de la générosité de personne d'autre. Ce stage de consultant m'a ouvert des portes dont j'ignorais l'existence. Mon superviseur, un type nommé Robert, qui avait bâti sa carrière malgré ses propres complications familiales, a reconnu quelque chose de familier dans ma détermination. Il est devenu un mentor de manière à aller bien au-delà du développement professionnel, m'apprenant comment naviguer dans les dynamiques d'entreprise, comment me défendre efficacement, et comment me bâtir une réputation basée sur la compétence plutôt que sur les relations. À la fin de l'été, il m'avait offert un poste à temps partiel pendant l'année scolaire, qui couvrirait la plupart de mes dépenses restantes. Mon appartement, malgré sa taille limitée et son quartier douteux, représentait la liberté sous sa forme physique. Je l'ai décoré avec des trouvailles de friperie, et des plantes qui survivaient, d'une manière ou d'une autre, à mon arrosage irrégulier. Ryan m'a rendu visite lors d'un week-end hors du campus, déclarant que l'espace était minuscule mais parfait, et m'a aidé à assembler une bibliothèque qui avait tenu tête à mes efforts solitaires. La satisfaction de payer un loyer avec de l'argent que j'avais moi-même gagné ne s'est jamais estompée. Le premier anniversaire de mon départ de la veille de Noël est arrivé et reparti. Je l'ai célébré en signant un bail pour un appartement un peu mieux, un logement qui ne nécessitait que 2 serrures au lieu de 3. Vers le 8e mois, Nathalie m'a envoyé un message. Un long paragraphe sur le développement personnel et les liens fraternels, en espérant que nous pourrions renouer le contact. Je lui ai renvoyé 2 phrases, je lui souhaitais bonne chance, et je lui ai dit que je n'étais pas intéressé. Elle n'a jamais répondu, ce qui m'a épargné la peine de la bloquer. Mes parents sont restés silencieux jusqu'au jour de ma remise de diplôme. Ils ne sont pas venus, mais une carte est arrivée avec un chèque de 10 000 €, et un mot disant qu'ils étaient fiers. J'ai déposé l'argent, j'ai envoyé un mot de remerciement de 2 lignes, et je suis retourné faire mes cartons pour mon nouveau travail à Boston. Le cabinet de conseil m'avait offert un poste à temps plein. Robert avait pris ma défense auprès des associés, et ils avaient créé un poste d'analyste junior qui commençait 3 semaines après ma traversée de cette estrade. J'ai serré la main d'administrateurs qui n'avaient aucune idée de ma situation familiale, j'ai récupéré mon diplôme, et j'ai pris un vol le lendemain matin. La véritable mise à jour est arrivée environ 2 ans plus tard. J'étais à mon bureau quand Kevin m'a envoyé par texto le lien d'un article de la presse locale de Virginie. Le cabinet comptable de mon père avait été frappé par une action en justice. Il s'est avéré que l'affaire Montgomery n'avait été que le premier domino. Après avoir perdu leur plus gros client, papa avait été désespéré, et avait commencé à prendre des raccourcis, trafiquant les chiffres d'autres clients pour les garder satisfaits. L'un de ses clients s'est fait contrôler par le fisc, et tout s'est effondré rapidement. L'article mentionnait de potentielles poursuites pénales, la révocation de sa licence, la totale. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai fermé mon navigateur, et je suis retourné à mon tableur. Ce n'était plus mon problème. Kevin m'a tenu au courant pendant les mois qui ont suivi. Papa a évité la prison, mais a perdu sa licence d'expert comptable de façon permanente. Le cabinet a été dissous. Mes parents ont dû vendre la maison, la grande, celle avec le garage pour 3 voitures et le jardin paysagé par des professionnels, qui avaient accueilli toutes ces fêtes de Noël. Ils ont déménagé dans un appartement. Ma mère a commencé à travailler à temps partiel dans un magasin de détail. Mon père, l'homme qui m'avait fait la morale sur le retour sur investissement et la réputation professionnelle pendant toute mon enfance, faisait maintenant de la comptabilité en freelance, pour de petites entreprises qui ne connaissaient pas son passé.
Nathalie, de son côté, avait été obligée de trouver un vrai travail lorsque l'argent de la famille s'était tari. Elle travaillait dans une agence immobilière, où elle faisait du travail administratif. Fini les brunchs, fini les virées shopping. Kevin a dit qu'elle avait pris du poids, et qu'elle avait complètement arrêté de publier sur les réseaux sociaux. La famille Montgomery a récupéré ses 40 000 €, avec les intérêts. Leurs avocats s'en étaient assurés avant que le cabinet ne s'effondre. J'ai croisé Brandon Montgomery exactement une fois, environ 3 ans après que tout a explosé, lors d'une conférence à Chicago. J'étais là pour représenter mon cabinet. Il y était avec l'entreprise de son père. Il m'a reconnu à travers le hall de l'hôtel, et s'est approché. Je me préparais à un moment gênant. Au lieu de cela, il m'a serré la main et m'a remercié. Il m'a dit que cet email avait été le déclic dont il avait besoin. Il avait été tellement aveuglé par le jeu de Nathalie qu'il n'avait jamais vu les signes avant-coureurs. Après la rupture, il avait fait une sérieuse introspection, pour comprendre pourquoi il avait été une cible si facile. Il était fiancé maintenant, à une femme qu'il avait rencontrée par le travail, quelqu'un que ma mère approuve vraiment, m'a-t-il dit avec un léger sourire. Je lui ai dit que j'étais content que les choses se soient arrangées. Nous avons échangé nos cartes de visite, et chacun a suivi son chemin. Je doute que nous les utiliserons un jour, mais cette interaction a sonné comme la conclusion définitive de ce chapitre. La dernière fois que j'ai vu ma famille, c'était aux funérailles de ma grand-mère il y a 3 ans maintenant. J'ai pris l'avion pour la cérémonie, je suis resté dans mon coin, et je me suis assis au dernier rang. Mes parents étaient au premier rang avec Nathalie. Ils avaient l'air plus vieux, plus petits. Mon père s'était voûté d'une façon dont je ne me souvenais pas. Après l'enterrement, Nathalie m'a rattrapé sur le parking, et m'a demandé si nous pouvions parler. Je lui ai accordé 5 minutes. Elle m'a dit que le fait de tout perdre l'avait forcée à se regarder vraiment en face. Elle avait un travail stable maintenant, un petit appartement, un chien recueilli à la SPA. Rien d'extravagant, mais c'était à elle. Elle ne demandait ni argent ni faveur. Elle voulait juste que je sache qu'elle comprenait maintenant pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait. Je lui ai dit que j'appréciais qu'elle le dise. Ensuite, je suis monté dans ma voiture de location, et j'ai conduit jusqu'à l'aéroport. Elle m'a envoyé un SMS pour mon anniversaire cette année-là. Je lui ai renvoyé un emoji pouce en l'air. C'est à peu près l'étendue de notre relation aujourd'hui, et cela me convient parfaitement. Mes parents envoient des cartes de Noël. Je leur en renvoie en retour. Nous avons eu exactement 2 appels téléphoniques en 5 ans. Les 2 ont duré moins de 3 minutes. Les 2 ont été douloureusement gênants. Ils ne se sont jamais excusés. Je ne leur ai jamais demandé de le faire.